Timothée Chalamet a déjà, d'après beaucoup de personnes, une carrière légendaire. Ça sera une future star internationale pendant des décennies. Mais est-ce que c'est vrai? Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un point sur la carrière de Timothée Chalamet. C'est pas une vidéo biographie, je vais parler de sa vie. Sa vie, je m'en fiche en réalité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les choix de films, c'est sa filmographie, c'est les réalisateurs avec lesquels il travaille, c'est vraiment son jeu d'acteur. Bref, on parle de cinéma avant tout. Il y a plein de vidéos, j'imagine, de biographies sur lui et tout. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux vraiment parler de ciné. Faire un point sur comment il a évolué, les choses qui l'ont intéressé, les choses qui l'intéressent aujourd'hui et l'avenir un peu de ce qu'il prépare. J'ai pas vu tous les films en question, mais presque. Pour le coup, je me suis même retapé My Beautiful Boy pour cette vidéo. Et je m'intéresse pas aux courts-métrages, aux séries et au théâtre. C'est vrai qu'il en a pas beaucoup. C'est majoritairement un gars de cinéma. Et c'est ça qui est intéressant, hein. Il a toujours pas fait de série et je pense qu'il ne fera jamais de série. Donc on va aller un peu de manière chronologique, évaluer chaque décision, comment il a changé au fur et à mesure et vous donner mon avis sur lui qui est aujourd'hui à l'affiche de Marty Suprême. Ma critique de Marty Suprême est déjà disponible évidemment, je l'ai sorti cette semaine. On va parler en détail de ce qui rend cet homme unique, de pourquoi il agace, de pourquoi il divise, de pourquoi les gens le considèrent comme quelqu'un de génial, de talentueux, pourquoi il appelle le nouveau DiCaprio et ce genre de choses. Bref, parlons de tout ça. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description, le commentaire épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie. Vous allez avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà le film Prise au piège ou A Big Bold Beautiful Journey. Sur Disney+, vous avez Predator, Rental Family ou Tronares. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Et si vous avez HBO via un abonnement Canal, connectez-vous avec votre compte Canal sur HBO Max. Vous allez avoir Smashing Machine ou une bataille après l'autre. Et il faut savoir que CyberGhost propose des serveurs dédiés pour optimiser le fonctionnement sur toutes les plateformes de streaming en fonction du pays. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un abonnement en Roumanie, Bulgarie parce que c'est simple, c'est l'Union Européenne. Il y a plein de tutos qui vous disent encore comment faire et ça marche de réduire les prix sur plein d'abonnements comme Letterboxd Patron aussi par exemple. Vous le savez, certains sites internet vous demandent une carte d'identité pour y accéder, mais vous n'avez pas envie de faire ça car vous avez juste envie de vous Timothée le Chalamet en paix. Donc utilisez un VPN. De même quand vous regardez certains films, parfois vous les regardez d'une manière un peu spéciale et vous avez envie d'être en sécurité. Avec un VPN, c'est nickel. Vous pouvez partager un compte avec cette personne. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Le premier rôle cinéma de Timothée Chalamet est dans un film qui s'appelle Men, Women and Children. Il a un tout petit rôle, hein. C'est vraiment un rôle qu'on voit à peine, mais c'est un film de Jason Reitman. Et pourquoi je parle de ça, c'est que même s'il n'a pas un rôle important, Jason Reitman, c'est quand même un réalisateur assez en vogue, assez connu, qui a fait Thank You for Smoking, qui a fait Junon et plein d'autres films que les gens aiment bien. Donc juste que son premier film soit pour un réal connu, montre déjà un peu l'ambition qu'il avait. Peut-être au début il prenait n'importe quel rôle et tout, mais c'est pas vrai en tout cas. Ou alors il a eu énormément de chance, chose qui joue évidemment, mais le fait de jouer pour un mec déjà un peu connu dans un petit rôle certes, ce n'est pas rien. Et ça c'est important parce que juste après évidemment il joue dans Interstellar, qui reste apparemment son film préféré de tous les temps. Il a 2-3 scènes, c'est vraiment un petit rôle encore une fois. Mais c'est un film de Christopher Nolan. On peut dire ce qu'on veut sur Nolan, mais c'est quand même l'un des grands réalisateurs en activité. Tout le monde, mais absolument tout le monde veut jouer pour Nolan. C'est un truc de fou de jouer, certes en petit rôle pour Nolan dès le début de sa carrière, de jouer tout court pour lui, quoi. C'est un truc de dingue. Peu de personnes ont l'occasion de faire ça et jouer pour lui. Il n'a pas rejoué pour Nolan entre temps, mais un jour, croyez-moi, ils vont refaire un truc ensemble. Maintenant que Timothée, il est vraiment bien plus connu, ils vont faire un rôle de fou ensemble. Ils vont bosser sur un truc, c'est une évidence. De toute façon, ils en parlaient récemment en interview. Et oui, tout le monde oublie que Timothée Chalamet est dedans et il n'est pas très marquant, c'est vrai. Mais mine de rien, pour un début de carrière, avoir des petits rôles chez des grands réals, c'est un truc de fou quoi. Vous vous rendez pas compte de la chance, du travail et en même temps de l'impact que ça a de jouer dans des rôles aussi importants. Je veux dire, Interstellar, c'est le film numéro 1 pour toute une génération. Donc ce n'est pas rien, même si personne ne se rappelle qu'il est dedans quoi. Et ensuite, il enchaîne quoi. Il enchaîne des petits rôles à droite à gauche. Il essaie de trouver plein d'opportunités. Il joue dans un film qui s'appelle Worst Friends de Ralph Arend. Voilà, c'est un petit rôle. Il tente des choses. Voilà, il prend ce qu'il peut. C'est normal. C'est un acteur pas très connu à ce stade. C'est normal de vouloir bosser, d'être productif. Mais quand même, en 2014, il a l'affiche de 3 films. Et quand tu as un acteur qui débute, qui perce vraiment au tout début,
c'est dingue d'être dans 3 films la première année de ta carrière, quoi. Il y a plein d'acteurs qui n'ont pas cette chance-là. En 2015, il a son premier rôle principal avec Karen Shepka, qui est donc One and Two. Alors, j'ai pas vu celui-ci. C'est un film de Andrew Droz Palermo. Le film est disponible sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Même si c'est pas un film qui a marqué, qui est super bien noté, qui a fonctionné, au moins il a un rôle principal. Il prouve qu'il peut jouer un rôle important, un rôle principal masculin, parce que c'est pas le rôle principal du film, hein, c'est Kieran qui l'a pour le coup, mais en tout cas, ça montre son ambition de jouer dans des longs métrages, de faire littéralement un travail de principal, de pas être un second couteau constamment, et c'est quand même un acteur qui est assez jeune, mais c'est aussi quand même le début de la vie adulte, donc il commence à avoir des rôles qui sont plus que des rôles d'adolescent, le fils de qui commence à être un peu indépendant, et c'est pas pour rien, il continue un peu les petits rôles en 2015, Beyond Lies, il a un petit rôle, c'est un film de Pamela Romanowski, il joue à peine dedans, Love the Coopers, pareil, film de Jesse Nielsen, il a un petit rôle, mais encore une fois, je veux dire, des petits rôles, sauf le One and Two, il est principal, mais c'est pas un film qui a vraiment marqué. C'est quand même 3 films en 2015. Encore une fois, c'est un truc de fou. 2e année de travail et de carrière au cinéma, et déjà 6 films, c'est assez rare. En 2016, il a qu'un film, pour le coup, c'est Miss Stevens, mais il a un rôle principal. Encore une fois, c'est un film de Julia Hart, et c'est intéressant, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques secondes. Il tente des choses, il commence à se faire reconnaître de plus en plus, et voilà, des réalisateurs, réalisatrices lui donnent des opportunités principales. Oui, certes, il joue encore un petit peu l'ado, le jeune adulte, c'est normal, hein, c'est l'âge, mais il commence à faire un petit peu sa place. Évidemment, il explose en 2017, parce que 2017, c'est une année assez folle pour lui. Pourquoi ? Car il joue dans 4 films, c'est sa plus grosse année ever encore à ce jour. Il perce avec Call Me By Your Name, qui devient un phénomène, le film est adoré, il cartonne, il met vraiment sur le devant de la scène de Chalamet, mais aussi le réalisateur, Luca Guadagnino, et ça c'est pas rien, les deux percent un peu à l'international, et c'est ça qui est fort, c'est que dès que tu joues dans un rôle principal, marquant dans un film qui devient rapidement culte, voire automatiquement culte, là ta carrière, si tu gères bien, elle va être mémorable, elle va être marquante, et là, il a un rôle qui est tellement touchant, qui est beau, qui est honnête, qui tente des trucs, parce que c'est aussi un film qui est sensuel, il est très LGBT, forcément c'est le concept, et c'est pas toujours évident de jouer ce genre de rôle, surtout quand t'es un acteur hétéro, c'est souvent mal vu en plus maintenant, donc c'est hyper intéressant la manière dont il arrive à créer quelque chose de romantique et à la fois de problématique, parce que c'est à la fois sexuel, mais avec une personne beaucoup plus âgée que lui. Dans le film, c'est fort à quel point il arrive à nous émouvoir, à quel point il arrive à jouer ce personnage-là un peu brisé, un peu désolé de sa situation. C'est un film que moi je trouve formidable, qui est génial, qui crée une ambiance, qui a marqué, je pense, une génération et une décennie. C'est l'un des derniers films marquants des années 2010, et c'est ça qui est très fort. Et à partir de là, en théorie, bon, faut que le film sorte, faut qu'il se fasse un peu son nom, mais à partir de là, c'est sur des roulettes, quoi. Il va avancer, il va continuer, s'il gère bien sa carrière, ses agents, il va tout défoncer, et c'est un peu ce qui se passe, et c'est cool qu'il ait eu ce rôle-là comme ça, dans un film, et qu'il soit vraiment bon dedans, quoi. C'est lui qui porte, d'après moi, le film, sa relation avec Armie Hammer, certes, mais c'est lui vraiment le cœur du film, le cœur émotionnel, le cœur vraiment auquel les gens s'attachent. C'est un grand rôle pour, déjà, je trouve, un grand acteur. C'est largement sa meilleure performance de ce que j'ai vu à ce moment-là. Et on le découvre tous à ce moment-là. Et c'est formidable, quand tu dis, putain, le mec, il a un truc et tout. Entre-temps, 2017, il fait plein d'autres rôles, hein. Il a un rôle dans Hot Summer Nights, ce qui n'est pas rien, parce que c'est quand même un réalisateur noir qui le fait, et c'est pas beaucoup d'acteurs qui jouent pour des réalisateurs noirs, hein, faut le dire, parce que beaucoup ne veulent pas leur donner des chances, parce que c'est des films qui sont souvent moins mis en avant, c'est un peu compliqué de les faire fonctionner, mais il tente, quoi. Il a un rôle principal aussi. C'est le réalisateur, hein, qui s'appelle Elijah Binloom, qui va faire Magazine Dreams, qui malheureusement est un très bon film, mais bah forcément Jonathan Majors, du coup le film a été un peu enterré, mais le réal est bon, et tu vois, Timothée lui a déjà donné un petit peu une chance. Est-ce qu'il avait le choix ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas c'est intéressant de donner des chances à des réalisateurs qui n'étaient pas forcément connus. Lui, forcément, il n'avait pas encore sorti Call Me By Your Name, il avait tourné ça avant, il n'était pas non plus méga connu, mais c'est pas rien, il a fait des choix déjà intelligents, c'est ça que j'aime bien. Puis évidemment, bah, il cartonne avec Lady Bird, où là il est marquant, certes c'est pas son film, mais Greta Gerwig, elle perce aussi avec ça. Du coup il a une année où en gros, c'est pas que lui, hein, mais il fait percer 2 réalisateurs, quoi. Luca Guadagnino, Greta Gerwig, il a un rôle quand même assez mémorable dedans, dans les 2 films, forcément, et c'est assez fou, quoi. C'est assez fou d'enchaîner ces 2 films la même année. Il enchaîne aussi avec Hostile de Scott Cooper, petit rôle encore une fois, grand film d'après moi. Donc pour moi, il a 3 films là qui sont marquants, qui sont mémorables, que les gens vont se rappeler, et certes, il est pas dedans à chaque fois en tant que rôle principal, mais quand même, c'est des bons réalisateurs, réalisatrices, c'est des films qui sont vraiment bien, et c'est fou de sortir ces 3 films là la même année, quoi. Donc le mec, déjà, il s'installe, les gens vont le repérer,
et c'est juste génial comme travail, quoi. C'est ça qui est fou. C'est un mélange de chance, de talent, et c'est des rôles différents, quoi. Call Me By Your Name, j'en ai parlé, mais dans le Greta Gerwig, c'est complètement différent. Il joue un love interest, un peu détaché, romantique, et il s'est pas mis dans la catégorie joueur de personnages gays, parce que des gens comme Josh O'Connor, il a fait 6 personnages gays en 5 ans, par exemple, un truc comme ça. Lui, il se sort un peu de ça avec Greta Gerwig. Hostile, il joue un peu un rôle différent, un rôle d'époque, chose qui est très importante, de varier un peu ça. Il a aussi un peu une tête de mec qui peut jouer des rôles d'époque, quoi. C'est ça qui est intéressant. Il a pas vraiment ce iPhone face, je trouve. Il le joue très très bien. Et donc en 4 années de carrière, bah, le mec il joue pour des réalisateurs qui sont devenus rapidement cultes, certes dans des petits ou grands rôles. Il enchaîne les petits rôles de manière productive. Dès sa première année, c'est 3 films par an et il a quasiment pas arrêté. Il joue en tant qu'acteur pour des femmes, des réalisateurs noirs, et ça encore une fois c'est pas rien, parce que c'est des films qui sont généralement mal distribués ou moins distribués que pour des acteurs blancs et hommes de manière générale. Il joue dans des films qui deviennent cultes, en acteur principal secondaire. Il joue certes un peu souvent le sad boy, le petit jeune homme qui souffre et tout, mais à la fois il est charismatique, il est charmeur, il est romantique, il plaît aux hommes, il plaît aux femmes. Il a ce truc un peu universel qui fait qu'il plaît à tout le monde, et c'est fou quoi, il a un truc, il a une prestance. Le mec arrive à marquer quoi. Et à partir de là, bah, en fait, il enchaîne. 2018, c'est My Beautiful Boy que j'ai revu. J'avais pas vraiment adoré la première fois. Là, je l'ai revu. J'adore pas non plus, mais c'est bien. C'est une bonne performance. Je trouve que le film en fait un petit peu des caisses et moi, ça me saoule. Mais en tout cas, c'est bien quoi. C'est un bon film, c'est un bon rôle. Il joue le fils de quelqu'un, certes, un drogué, j'allais dire alcoolique, mais c'est un drogué. Dans le film, il est traumatisé, il essaie de s'en sortir, des choses comme ça. Donc, c'est un bon rôle. Beaucoup de gens l'ont connu aussi avec ce rôle-là parce que voilà, c'est un genre de film que les gens aiment beaucoup. C'est un truc vraiment tire-larme, qui attire beaucoup de monde et des choses comme ça. Mais oui, c'est un bon rôle. Et tu vois qu'il change de registre, même s'il reste beaucoup dans le drame. Oui, c'est une carrière qui est vraiment basée sur ça. Il fait très peu de comédie, mais c'est quand même un mec qui est assez drôle. On l'a pas beaucoup vu dans sa filmographie pour l'instant. Il enchaîne parce que c'est un mec qui donc peut faire des choses très tristes et il peut vraiment faire pleurer. Il le fait bien, mais il joue aussi dans des comédies romantiques. Il joue pour Woody Allen. Alors bon, Woody Allen, on peut le critiquer, d'accord, très bien, mais je pense que si t'es un acteur et Woody Allen te propose un rôle, bah tu dis oui, en fait, tout simplement. Parce que c'est un réalisateur prestigieux qui a marqué des générations, surtout quand t'es new-yorkais, chose qu'est Timothée Chalamet. Enfin, Woody Allen, c'est quand même New York. Hein. Encore une fois, on peut critiquer sa vie personnelle, moi le premier, mais quand Woody Allen te dit « je te veux en rôle principal dans un film », oui, quand t'es acteur, quand t'es jeune, quand tu veux percer, quand t'es habitué à New York, quand t'as grandi avec Woody Allen, parce que c'est New York, Woody Allen aussi, bah tu dis oui. Et il joue donc dans Un jour de pluie à New York, encore une fois, film très new-yorkais, comédie romantique avec un peu de drame, et il marque quoi. C'est pas le film qui a le mieux marché de l'histoire, hein, mais il y a un truc, et il joue pour des grands réals. En 2019, il devient aussi un leader, littéralement, avec des films comme Le Roi, et bah oui, certes c'est sur Netflix, c'est son premier film pas de cinéma depuis qu'il est un petit peu connu, mais c'est un film qui marque aussi, parce que c'est David Michôd qui est un gros réalisateur, il a un rôle principal où il joue littéralement un roi, donc il commande vraiment la prestance à l'écran, il commande des troupes, il se bat, il est dramatique, en même temps il est jeune, il a ce visage hein, historique, un peu français et tout, et je trouve que c'est très drôle déjà qu'il joue pas le français hein, dans l'œuvre, mais il y a un truc où il dégage une énergie, il dégage même en étant pas très très grand non plus, il fait pas 1m95 comme un Jacob Elordi, en étant pas musclé non plus, c'est un mec un peu skinny, mais il dégage un truc quoi, par l'acting et justement par la manière dont il se porte et la caméra le montre, et je trouve que c'est très bien, tu vois, le mec devient progressivement une star de cinéma, mais il enchaîne entre guillemets les gros rôles, les rôles secondaires, enfin Greta Gerwig l'appelle, il joue dans un film qui a cartonné aussi, Little Woman, il joue un rôle important, certes c'est pas un rôle principal, parce que c'est les femmes, les rôles principaux dans cette œuvre, mais il est mémorable aussi, parce que c'est un love interest intéressant, parce qu'il y a ce truc encore une fois historique, qui fonctionne pour lui, et il dégage quelque chose encore une fois, il vole pas le show non plus, parce que c'est un film de femmes avant tout, mais voilà, les gens se rappellent de lui dans ce genre de film, parce que bah, il plaît autant je trouve aux hommes et aux femmes, quoi. Il y a des hommes qui veulent devenir Timothée Chalamet un petit peu, et il y a des femmes qui le trouvent beau, attirant, et en même temps, je pense que c'est dû à son charisme un peu naturel et le fait qu'il ait varié ses rôles au fur et à mesure. Je veux dire, en 2 ans, sa vie, elle a complètement changé. Hein. Rôles principaux entre royauté, love interest secondaire, des rôles forts de manière générale qui marquent tout le temps à l'image, des rôles historiques, le mec est toujours productif, il fait beaucoup de cinéma, il teste différents genres, que ce soit la comédie romantique, le truc un peu plus historique, d'action entre guillemets, un gros guillemets sur l'action pour Le Roi, il bosse encore avec Greta Gerwig, il se fait des amis hein, en termes de réal, il va bosser plusieurs fois avec des réals, et ça c'est vraiment bien. Il a ce côté un peu vieux film qui lui colle bien, un peu ancien Hollywood qui va vraiment confirmer dans la décennie 2020, mais pour lui, tu vois, la décennie 2010,
il a bossé 6 ans et quand même il s'est fait déjà un nom, il devient marquant. Et même s'il a encore cette mélancolie en lui, il joue un peu le mec triste plus ou moins, il a vraiment tellement de cordes à son arc et il déchire. Et c'est la décennie 2020 qui est sa décennie, clairement. Là, il va tout péter. Il n'a pas sorti de film en 2020, mais en 2021, French Dispatch, Wes Anderson, rôle principal. Enfin, il y a 3 histoires dans le French Dispatch, du coup, il a l'un des rôles principaux des 3 histoires, mais quand même, tu joues par un Wes Anderson. Si le mec il te dit t'as une tête à jouer dans mon film, tu dis oui, tu prends. Et oui, c'est peut-être pas le film le plus mémorable de Wes Anderson, c'est peut-être pas son rôle le plus mémorable, mais c'est complètement différent de ce qu'il fait d'habitude. Il est déjà un peu plus comique, un peu plus barré, et il tente des choses. Et cette décennie 2020, c'est la décennie où le mec se dit je veux être différent, je veux tenter plein de choses différentes. C'est cool le côté un peu adolescent, sad boy, jeune adulte, romantique. Mais là, je veux changer, je veux évoluer. Et c'est ça qui est vraiment très très bien, c'est qu'il sera plus avenant dans ses rôles, il sera mis en avant. Et le truc qu'il fait aussi exploser avec un blockbuster, enfin un gros blockbuster de cinéma, c'est Dune 1. Alors Dune 1, c'est un peu compliqué parce que Covid, HBO Max et tout, mais quand même, il joue pour Denis Villeneuve, un grand réalisateur qui est vraiment au max à ce moment-là. Il joue dans un carton, même s'il y a des problèmes de streaming, Covid, tout ça, et il joue un rôle principal dans une œuvre de SF. Il joue un leader, une œuvre culte, historique, qui est vraiment bien adapté cette fois-ci, que les gens adorent. Oui, ça divise un petit peu parce que le rythme du premier film divise, mais globalement, le mec joue quelqu'un de réservé qui va s'affirmer de plus en plus, quoi. Et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est bien, et tu vois que le mec, il veut changer. Et c'est ça qui est fort, hein, tenir un blockbuster comme ça, même si là, les gens sont pas encore totalement convaincu du rôle de Paul Atreides. Je pense que c'est le deuxième qui va exploser, mais entre-temps, il a un petit rôle dans Don't Look Up, qui est un truc un peu plus punk, anarchiste, mais comique avant tout, chez un réalisateur qui est respecté, qui est adoré, qui est social. On peut critiquer le côté social de Adam McKay, hein, mais c'est quand même un rôle important. Il rejoue avec des réalisateurs comme Greta Gerwig plusieurs fois, mais là c'est Luca Guadagnino dans Bones and All, et c'est un truc qui est vraiment bien parce que c'est à la fois une sorte d'histoire d'amour, mais c'est aussi un film d'horreur, quoi. Et ça, c'est un truc qui est pas facile à faire. Il gère bien le côté, la relation conflictuelle, amoureuse, le côté vampirique, cannibale, un petit peu de la chose. Et c'est rare de tenter un truc aussi différent. Il tente encore du cinéma d'auteur avec Guadagnino. Il fait des blockbusters, des films à gros budget. Mais c'est pas majoritairement un mec qui s'est dit ok, maintenant que je fais des dunes, je vais faire que des blockbusters, je vais cartonner. Non, il va quand même chercher des petits projets. Il fait la seule voie de sa carrière, si je dis pas de bêtises, dans Intergalactic, parce que c'est le film avec Kid Cudi. Je sais que c'est un fan de hip-hop et c'est un film qui intéresse et c'est un film qui est pas mal pour le coup. Donc voilà, c'est la seule voie de sa carrière. Il n'a pas refait de voix après et je sais pas s'il refera des voix par la suite, honnêtement, mais peut-être là il a juste rendu service parce que voilà, Kid Cudi a dû le motiver. Mais c'est là pour moi qu'il change tout et que sa vie change, et je pense que dans le regard du public il change énormément. C'est l'enchaînement 2023 avec Wonka, qui est un gros film d'après moi. Alors déjà ça cartonne premièrement, mais surtout ça montre à quel point le mec est exceptionnel. Wonka, c'est Paul King. Paul King, c'est un réalisateur qui est déjà beaucoup apprécié pour Paddington, mais le mec il va danser, jouer, chanter, et c'est là qu'il capture un truc à la vieux Hollywood, quoi. Le mec, on dirait un acteur de l'époque. Il sait tout faire, quoi. Il s'améliore de plus en plus, il peut être très second degré, il sait chanter, il sait faire rire, il est magique et il dégage un truc qui est féerique. Chose qui est très très compliquée à faire, mais lui le fait super bien. Et en même temps, la même année, c'est Dune partie 2, quoi. Et Dune partie 2, c'est une folie, parce que premièrement, il y a un truc, je pense, qui a beaucoup marqué les gens. Il devient le méchant de l'histoire, quoi. Il devient un leader qui s'assume, Lisan al-Gaïb, le prophète, le faux messie. Mais surtout, il y a une scène qui nous a tous marqué, c'est qu'en fait, c'est un mec qui est assez maigre. Il est un peu maigrichon, il est pas méga grand, comme je vous l'ai dit, mais la prestance et la présence même qu'il y a dans certaines scènes, le speech de fin qu'il donne, la manière dont il prononce le mot Dune et tout, les frissons, quoi. Pour moi, le mec, dans Dune 2, il devient une star planétaire. Déjà qu'il était bien parti, mais là, ce qui dégage dans le climax de Dune 2, tu dis, ok, là, le mec, il a atteint un autre niveau. Il a été iconisé, c'est devenu un prophète limite pour le monde des acteurs. Il porte une saga comme ça sur ses épaules. Le 3 va être hyper intéressant, j'en parle dans quelques secondes, mais là, tu dis, ok, là, c'est une performance, dans un blockbuster, ce qui est dur à faire, de nomination à l'Oscar, quoi. Et c'est un truc de fou, le travail sur le film, sur l'acting, ce qui dégage. Et c'est marrant parce que c'est James Cameron qui dit ça en interview avec Denis Villeneuve. En fait, Timothée Chalamet, il dégage aussi une sorte de féminité qui est belle, qui est forte. C'est pas le cliché du mec musclé, masculin, macho. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de femmes l'aiment aussi. C'est qu'il a l'air doux, il a l'air sympa. Et dans tous ces rôles-là, même Dune, le rôle de Paul Atreides, il est un peu féminin aussi, quoi. Grosse guillemets par rapport à féminin et tout, on s'est compris, hein. Mais c'est vrai qu'il y a un truc par rapport à ça où il y a une douceur qui est en lui qui fait que justement le fait qu'il devienne un leader
controversé, problématique et encore plus surprenant, encore plus fort. Et Dune 2, c'est un rôle de carrière, quoi. Des acteurs, ils feraient juste Dune dans leur carrière, ça serait déjà un truc de fou. Mais là, ce qu'il a réussi à faire, c'est génial. Et pour moi, là, il marque sans aucun problème. Mais encore une fois, il se dirige vers des projets plus intimes. Il bosse avec James Mangold, il est nommé à l'Oscar pour Un Parfait Inconnu. Bah oui, Parfait Inconnu, c'est une performance de fou aussi. Il le veut, son Oscar, il se donne à fond. Encore une fois, il chante, il joue de la guitare pendant des années. Il est parfait parce que Bob Dylan, c'est un truc à la fois de mélancolie, New York, d'une époque. En fait, c'est parfait pour lui, quoi. Tout est mélangé par rapport à ce qu'il a grandi, la nostalgie de cette époque et en même temps, l'envie qu'il a de se donner à fond. Il a l'âge parfait pour jouer Bob Dylan aussi. À ce moment-là, il est toujours charmeur. Il tourne toujours autour des femmes. Il y a toujours un truc très romantique dans ses films. Il y a quelque chose qui lui fait qu'il dégage une envie de couple dans ses œuvres et une envie de représenter une forme de masculinité qui est à la fois parfois toxique, parfois problématique, parfois intéressante, parfois belle. Il change à chaque fois, même dans ses relations amoureuses à l'écran, ce que je trouve être une chose difficile à faire, fascinante, parce que c'est, oui, rare d'avoir un acteur qui joue des choses différentes en termes de relations amoureuses à l'écran. C'est toujours un peu des clichés, mais le mec, vu qu'il est charmeur, vu qu'il a un vrai charisme naturel, c'est génial. Et ça s'est très bien passé visiblement avec James Mangold, parce qu'il va refaire un film pour James Mangold, qui sera plus un film d'action apparemment. Le mec, il a capté un truc, les réals arrivent à bien le faire jouer, il s'entend super bien avec eux, et il va donc rebosser avec ce mec, quoi. C'est pas rien, ils y croient. Moi, le film, je suis pas le plus grand fan, mais la performance d'acteur, on peut rien dire, quoi. Le mec, il a ce truc. Et cette année-là, c'est évidemment Marty Suprême de Josh Safdie. Il va sûrement avoir son Oscar. Je maintiens que je pense que Wagner Moura le mérite plus cette année, mais si Marty Suprême gagne l'Oscar du meilleur acteur pour Chalamet, ça va, c'est pas du vol, ça serait complètement mérité. Et il y a un gros switch qui s'est fait, je pense, avec ce film-là, c'est que maintenant, Chalamet, il veut jouer le bad boy. Il veut jouer le rôle du méchant. Je veux dire, il a fait plein de rôles où il était romantique, mignon, sad boy, tout ça, mais là, il se dit, maintenant, je dois prouver à Hollywood, j'ai 30 piges, que je peux être un méchant, je peux être charismatique en étant méchant, en étant attachant. Il y a ma critique de Marty Suprême qui est disponible pour plus de détails, mais tu vois que le mec, il veut plus s'enfermer dans un rôle. Et l'enchaînement, forcément, Marty Suprême, Dune 3, où dans Dune 3, il joue quand même le méchant de l'œuvre, va être super intéressant, quoi. Et je pense que là, le mec veut faire des rôles un peu plus complexes, où on a envie de le détester et l'aimer à la fois, et ça, c'est dur, c'est rare, c'est unique. Et j'ai hâte de voir ça, quoi. J'ai hâte de voir comment il va mélanger ça, comment il va s'adapter, comment il va changer un peu sa carrière, parce que l'enchaînement Marty Suprême Dune, je pense, va être légendaire. Et il a rien de prévu pour l'instant, pour le coup, parce que il va gagner peut-être son Oscar, il gagne des Golden Globes, des choses comme ça, mais il a le temps. Il a dit qu'il a 4 projets en cours, il lit des scénarios, mais il n'y a pas de rush, tu vois, il n'est pas pressé, il a envie de bien les choisir, il a envie de faire les choses comme il faut, ça prend du temps de se préparer pour des rôles, ça prend des années et des années, évidemment. Donc là, il va bien choisir, il va faire sûrement moins de films, et c'est ça que j'adore chez lui, vraiment, c'est que le mec se réinvente complètement, mais tout le temps, quoi. Il est toujours surprenant, il disparaît, se transforme. En fait, ça fait que 10 ans qu'on le voit au cinéma. 10 ans, quoi. C'est rien du tout, 10 ans, et le mec a fait tellement de choses différentes. Il apprend à jouer au ping-pong, à la guitare, à chanter pendant des années pour un film, que ce soit des films d'auteur à la Marty Suprême, Un Parfait Inconnu, ou des films plus familiaux comme Wonka. Le mec se donne à fond, que ce soit les blockbusters aussi, avec Dune, évidemment. Il a un charisme pour moi qui est naturel. Le mec, il est fort en marketing, en parlant à la jeunesse, parce que la jeunesse doit aller au cinéma. La jeunesse n'est plus habituée à aller au cinéma. Et le mec, il se dit, ok, je suis jeune, je vais parler à la jeunesse et je vais les emmener en salle. Ça paye avec Marty Suprême, parce que c'est un énorme succès, mine de rien. Donc il motive aussi les jeunes avec son attitude, avec la manière dont il est, à littéralement booster la popularité des salles. Et ça, c'est une très belle chose, parce que c'est un fan de cinéma avant tout. Je sais même pas s'il va refaire du streaming à l'avenir. Je pense vraiment qu'il voudra que ces films soient des événements et que les gens se déplacent pour aller en salle, littéralement. C'est un mec qui cartonne au box-office, c'est une vraie star de cinéma aujourd'hui, il est passionné, il veut performer littéralement un peu comme une compétition sportive, comme un athlète, et moi j'aime bien cette idée de se dire ok, je vais me donner à fond pour l'art, parce que oui, peut-être l'art n'est pas une performance sportive, il y a plein de gens qui critiquaient ça par rapport à Whiplash ou Marty Suprême, mais t'as envie d'être le meilleur, quoi, aussi dans l'art, et c'est ok. Je pense que c'est important aussi d'avoir une mentalité où certes t'as un peu d'ego, mais l'ego ça aide aussi, du moment que c'est pas too much, ça peut aider, le côté mégalo peut aider aussi, il faut juste un peu d'équilibre, forcément. Donc il se donne à fond, le mec a une image irréprochable parce qu'il est passionné par le cinéma, l'art, il se donne à fond, mais aussi la musique, le hip-hop, le basket, Saint-Étienne, évidemment. Il veut gagner des Oscars, il veut les mériter aussi, il se donne à fond en termes de marketing pour ses Oscars, pour ses films. En fait, quand il est attaché à un projet, on le verra maintenant pour tous ses projets, le mec va se donner à 200% pour que le projet soit un succès.
Et ça, c'est fou, ça, c'est dingue, et ça va devenir vraiment quelqu'un, quoi. Son côté français lui donne un côté aussi un peu sophistiqué. Bon, ça, peu importe, mais ça joue dans son image. Timothée Chalamet, c'est quand même un nom très français, et je pense que ça participe à un truc un peu exotique pour les Américains, et un peu de nous de fierté parce qu'on est français, donc c'est quand même hyper intéressant. Il choisit super bien ses projets. Je veux dire, pour l'instant, il a 5 films nommés dans la catégorie meilleur film aux Oscars, quoi. À son âge, il a 30 ans, quoi. DiCaprio et De Niro, c'est 9. DiCaprio, il a une plus petite carrière pour l'instant que De Niro. De Niro, c'est 9 aussi, quoi. Donc rendez-vous compte le choix de carrière qu'il fait, quoi. C'est un truc de fou. Moi, il me fait penser à ces vieux, oui, à Al Pacino, Marlon Brando, De Niro, à l'époque où ils enchaînaient les films cultes, quoi. Et Marlon Brando, il a eu une époque 50, soit 70, où il enchaînait des classiques. Après, bon, il s'est passé des choses, évidemment. De Niro, 70, 80, 90, un peu moins 90, mais c'était une décennie de fou, enfin 2 décennies de malade mental. Pareil pour Al Pacino. Et je pense vraiment que ce mec-là, vu comment il est allé, il va plutôt suivre la trajectoire d'un DiCaprio où il va toujours faire des trucs de fou, quoi. Je vois pas faire des comédies à la con, à la De Niro, Al Pacino pendant 20 ans où ils font un peu n'importe quoi. Je pense que c'est un mec qui va dire, ok, je vais être le meilleur pendant les 70 prochaines années, quoi. Enfin, allez, 60, on va dire, il va pas avoir 100 piges. En tout cas, ça fait déjà 10 ans qu'il bosse, voire 15. Donc le mec va se donner à fond, quoi qu'il arrive. Il a déjà un palmarès de malade pour les 30 ans. À partir de maintenant, il fera un film par an, voire moins. Ça sera un événement. Il sera nommé à l'Oscar probablement toutes les années. En fin de carrière, si ça se passe comme prévu, on tape du bois pour lui, hein, il va avoir 20 nominations, quoi. Est-ce qu'il va gagner 2-3 fois? On verra. Est-ce qu'il va dépasser les Daniel Day-Lewis à 3 Oscars? On verra, on ne sait pas. Mais vu comment le mec est impliqué aujourd'hui, s'il est impliqué comme ça toute sa vie, s'il se donne à fond, un truc de fou, quoi. La carrière de malade qu'il va avoir sur ça, il n'y a rien à dire. Et je pense que c'est vraiment qu'il va créer un truc, un engouement qui va motiver les gens à aller en salle, qui va motiver les gens à s'intéresser au cinéma. Et ça, c'est une très bonne chose, je trouve. À partir de maintenant, il fera clairement que des premiers rôles. C'est fini les seconds rôles. Sauf si peut-être, on ne sait pas, une Greta Gerwig, un Guadagnino vont lui proposer des choses peut-être un peu plus secondaires. Peut-être il va tenter. Mais évidemment, il va moins les mettre en avant à partir de là. Mais je pense que c'est un mec maintenant de premier rôle. Il fera pas de série télé parce que voilà, c'est pas la même chose que le cinéma. Évidemment, il va se faire rare en salle, mais quand il va faire ses films une fois par an, une fois tous les 2 ans ou une fois tous les 18 mois, disons, le mec va être présent, il gère trop bien sa carrière, ou lui, ou ses agents, peu importe, mais c'est vraiment bien géré. Et cette filmographie-là à 30 ans, bah c'est un truc de fou, quoi. On peut dire ce qu'on veut, c'est un truc de fou. Il a failli être le plus jeune acteur à remporter l'Oscar de l'histoire, ce qui est un peu drôle parce que c'est Adrien Brody qui l'a gagné l'année dernière, et Adrien Brody, c'était déjà l'acteur qui a gagné l'Oscar le plus jeune. Donc à un an près, il gagnait cet Oscar, mais je veux dire, il a déjà été nommé 4 fois, quoi. 4 fois à 30 piges, c'est un truc de malade. Si tout se passe bien, il va avoir une carrière à l'ancienne, à la vieux Hollywood, et juste pour ça, c'est un truc de fou, quoi. Donc, oui, Timothée Chalamet, pour moi, il a une carrière dingue. Je l'aime bien de ce qu'il dégage, évidemment, je l'aime bien en tant qu'acteur, comment il joue. Donc pour moi, c'est vraiment un truc de fou ce qu'il arrive à faire là. Je suis pas toujours fan des films qu'il fait, genre Marty Suprême, moi j'aime beaucoup, mais c'est pas pour moi le film de sa carrière, hein. À voir, ça va être quoi le film de sa carrière. Il manque pas de chef-d'œuvre, parce qu'il y a des chefs-d'œuvre dans sa carrière, soyons honnêtes, disons les choses. Et il manque pas non plus de performances iconiques, parce qu'il en a. Mais j'ai hâte de voir le film qui, moi, à titre personnel, je précise, parce que pour des gens, c'est peut-être Marty Suprême, mais j'attends de voir son film un peu à la Brando, vous savez, le fameux On the Waterfront, ou un truc à la De Niro, à la Taxi Driver. J'ai hâte de voir son film, lui, qui va le mettre en avant, qui sera un pur chef-d'œuvre monumental culte. Dune peut-être, mais Dune c'est un peu différent parce que c'est un grand univers et tout. J'ai hâte de voir son truc à lui, quoi. Je le vois bien dans une idée originale, pas forcément un biopic. Je le vois bien chez un mec comme Scorsese, ça serait mortel, tu vois, ce genre de truc. En fait, le mec peut jouer avec tous les grands réals. Peut-être ça sera le Nolan, son gros film. Après, Nolan, il fait de l'action, à voir. En tout cas, le mec a tout qui est disponible pour lui. Le mec va augmenter les budgets de tous les projets auxquels il est attaché. Le mec va ramener du monde en salle. Il a le numéro 1 de A24 quand même, avec Marty Suprême qui va peut-être taper les 175 millions, ce qui est peut-être pas beaucoup comme ça, mais pour A24, c'est déjà le top 1. Il va faire peut-être le double du score du précédent qui était Everything Everywhere All at Once. Donc c'est pas rien du tout, quoi. Le mec, il a un truc. Il a le vent en poupe comme pas possible et je trouve ça fabuleux. Donc vraiment, je suis content de sa carrière, je suis content du travail qu'il fournit et bah moi je l'aime bien et je trouve que c'est un grand acteur déjà. 30 piges, hein, mine de rien, hein. Rendez-vous compte. Moi je suis un putain de youtubeur, hein. Lui déjà, ce qu'il a fait, c'est un truc de fou. Alors oui, on peut parler de chance, d'être élevé dans le bon milieu social, d'être blanc, des choses comme ça, parce que ça aide à Hollywood, c'est vrai. Mais bon, prenons les faits pour l'instant. Chance, pas chance, déterminisme social, ce que vous voulez, peu importe. La vérité, elle est là. Le mec est au sommet du monde et c'est mérité, quoi. Le mec est à fond, il a l'air sympa et ça aide, il parle aux jeunes, il motive les gens à aller en salle. Je trouve que c'est une très belle chose et plus de gens comme ça qui arrivent à cartonner, qui arrivent à ramener du monde en salle, qui arrivent à être bons dans tous les films et à se donner à fond, bah ça fait du bien au cinéma et c'est rare d'avoir quelqu'un comme ça, donc il faut en profiter. Et bon, il va jamais voir cette vidéo, mais je lui souhaite
d'avancer comme ça, de faire de belles choses, d'être vraiment au top. Il évite les problèmes aussi. Tu vois, vraiment, c'est un mec qui a l'air clean et tant mieux. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Dites-moi ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord, pas d'accord avec cette vidéo? J'ai évidemment envie d'avoir votre avis. Je compte sur vous évidemment dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le compteur épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles sur la plateforme de podcast. Et en même temps, j'ai un compte TikTok, Instagram et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.